On va débuter, je pense, avec peut-être une rapide présentation. Moi, je suis Sarah Dargo-Hardy et j'ai notamment travaillé avec des collections d'herbiers qui m'ont introduit aux collections d'Anjos. Je suis conservatrice et restauratrice d'œuvres d'art spécialisées en papier. J'ai fait mon mémoire notamment sur un herbier dans lequel il y avait beaucoup de résidus de biocides et c'est ce qui m'a amené en fait à découvrir les collections toxiques, à en discuter et à voilà, vous en parler aujourd'hui assez succinctement, puisque c'est Hugo qui va nous présenter tout le reste. Voilà. Je suis restauratrice conservatrice à mon compte. Je travaille en Suisse depuis 5 ans et cette année, en 2025, j'ai fondé Préservation 360, qui est en fait une communauté de conservateurs-restaurateurs où le but est vraiment de promouvoir l'apprentissage et un cercle vertueux de partage des connaissances dans ce domaine-là. Je vous donne des infos plus tard si vous souhaitez. Vous pouvez toujours demander dans le chat également. Je vais maintenant vous présenter Hugo, qui a la gentillesse de faire ce live à mes côtés. Hugo, qui est tout simplement régisseur spécialisé dans les collections à risque. Il est également conservateur-préventeur et il a l'habitude de travailler avec ce type de collection, tout simplement parce qu'il a eu la chance d'avoir un poste au Musée d'Histoire naturelle de Paris en tant que à la direction des collections et à la prévention des risques. Il est aujourd'hui chez HB Conservation où il travaille avec ses 15 collaborateurs et il aide les institutions notamment à comprendre leurs collections et à se prémunir de leurs risques, notamment à travers des formations qui sont soit d'une demi-journée, soit de plus, des plans sur mesure pour l'institution en question et au travers d'autres événements comme celui-ci. Il enseigne également à l'École internationale de logistique des œuvres d'art à Paris, où il donne un cours depuis 3 ans. Et il se forme encore aujourd'hui, notamment parce qu'il a reçu son habilitation amiante mercredi dernier. Donc bravo à toi, Hugo, pour tout ce travail. Je te laisse la parole. J'espère que j'ai parlé assez lentement. Le rythme était bon. Oui, non, ça va. Comme je disais à Hugo, je suis très, très nerveuse et j'ai tendance à parler très, très vite quand je suis très, très nerveuse. Donc, je vais lui laisser la parole et c'est à lui de nous faire sa petite présentation. Je te remercie, Hugo. Parfait. Hop. Voilà. Pudiquement, je vais cacher mon visage. Donc, on va balayer efficacement en une demi-heure, 3/4 d'heure, tout ce qui est un peu collection toxique liée aux collections d'histoire naturelle. Du coup, merci Sarah pour cette opportunité. C'est un sujet qui m'anime beaucoup et qui m'apporte beaucoup de travail également, donc c'est toujours intéressant. Donc, on attaque directement. En collection d'histoire naturelle, il y a 3 grands domaines. La botanique, avec des collections de bois, d'herbiers et de graines. En géologie, avec des collections de roches, de fossiles et de minéraux. Alors, pour les scientifiques parmi nous, bien sûr, il y a je vais éviter d'aller dans les jargons trop précis, mais je fais quelques raccourcis. La zoologie, une typologie un peu plus large, avec des collections dites en fluide, l'ostéologie, des collections d'œufs, d'insectes, des taxidermies, donc une peau tannée appliquée sur un mannequin. Voilà, c'est on va dire les 3 grands domaines classiques qu'on peut trouver en musée d'histoire naturelle. Il peut en avoir d'autres. Il y a des collections vivantes, comme le zoo de Vincennes pour le Muséum de Paris. Là, vous avez un visuel de Kew Garden, qui est les serres botaniques d'Angleterre. Il y a de l'ethnologie également, de l'archéologie, à ne pas négliger. Il y a également des produits chimiques historiques. Là, vous avez à gauche une vitrine dans laquelle, au cours d'une mission, j'ai pu faire retirer, par exemple, des produits explosifs. Vous avez également de l'instrumentation scientifique. Voilà, on va dire que c'est les grands domaines qu'on retrouve régulièrement dans ces fonds-là. Donc, on les conserve pour plusieurs buts. La recherche, la démonstration,
En effet, on ne conserve pas des collections toxiques pour le plaisir de s'empoisonner, nous et nos semblables. Il y a un but derrière ceci, qui est actuellement sur votre écran. Il y a des cadres juridiques très spécifiques également, avec une réglementation sur la protection des espèces menacées en phase de lettres. Et alors, la CITES étant la plus connue, la Convention de Washington, d'autres peuvent être avec d'autres existent avec d'autres cas particuliers. Vous avez également les cas particuliers sur des restes humains. Donc j'affiche là des extraits de textes de loi qui réglementent ces collections très spécifiques. Alors également, j'en profite, on va pouvoir voir certaines photos avec beaucoup d'animaux différents. Donc s'il y a des phobies animales, faites attention à vous. Je crois qu'à un moment, il y a une paire d'araignées. Voilà. Alors, de quoi on parle? On parle de danger, de risque, d'exposition. Pour faire simple, le danger, c'est la source du problème. L'exposition, c'est d'être proche de ce problème. Parce que vous pouvez avoir un incendie en forêt, si vous n'êtes pas à côté, c'est un danger, mais vous n'êtes pas exposé à ce risque. Voilà comment ça s'affiche simplement. Et on peut réduire ça avec des formations, en apprenant, en passant certaines habilitations pour la radioactivité, pour l'amiante, comme ça a été cité tout à l'heure par Sarah. Il y a, pour faire simple, dans les collections naturelles, les toxicités ajoutées par l'homme, pour des raisons de conservation, d'entretien de collection, d'anciennes pratiques, mais qui ne sont pas toujours si anciennes que ça, et la toxicité naturelle au sein de chaque spécimen, et on verra ensuite les comportements adoptés. Donc, le plus classique, le plus connu, c'est l'arsenic qui était appliqué à l'intérieur des peaux tannées des taxidermies. Alors, il y avait aussi certains comportements d'entretien des collections qui consistaient à saupoudrer de l'arsenic sur les taxidermies, l'arsenic étant un insecticide qui permettait de les préserver plus longtemps de l'attaque des ravageurs. Ça attaque aussi l'être humain, donc l'arsenic est un poison assez célèbre. Il peut avoir différentes formes, pour les plus anciennes. Pour faire simple, si vous avez une taxidermie, plus elle est ancienne, plus elle est en bon état, plus il y a de grandes chances qu'elle soit bien imbibée de produits chimiques nocifs. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à ça, mais c'est ce à quoi c'est quelque chose qu'on peut prouver par des tests de surface. Donc, l'idiot qui est à gauche a absolument aucun intérêt à transporter ces taxidermies à main nue et avec des vêtements de ville. Alors, l'avantage, c'est que ces taxidermies étant récentes, elle est post-2000, elle n'avait pas d'arsenic à l'époque, mais bon, outre l'aspect conservation préventive et prévention des risques, c'est quand même bien de s'en protéger, d'être à distance, comme le photographe avec l'ours à gauche, à droite, pardon. La conservation en fluide, basiquement, ce sont les cornichons que vous pouvez avoir dans le frigo. C'est un spécimen qu'on immerge à l'abri de l'oxygène et de toutes les attaques qu'il peut y avoir, et on met dedans des produits qui permettent une meilleure conservation, qu'on appelle des conservateurs. Il peut y avoir une étape auparavant où on stabilise le spécimen, on appelle ça sa fixation, et c'est utilisé souvent, pardon, le produit utilisé souvent est du formol. Alors le formol, outre le fait d'être inflammable, c'est un solvant comme l'acétone, est un CMR. C'est cancérigène, mutagène et reprotoxique, ou reprotoxique. Et on est sur des spécimens qui peuvent être très âgés, des fois au-delà d'un siècle. Les joints qui servent à faire le scellement de ces pièces-là peuvent vieillir, subir l'attaque de ces solvants et donc faire des fuites, et le produit peut s'échapper, peut s'évaporer et donc se retrouver dans l'atmosphère de nos charmantes réserves ou vitrines et donc contaminer les personnes qui y travaillent. Alors, il est possible de s'en protéger, on verra ça plus tard.
En entomologie, donc tout ce qui est insectes au sens très large, il y a énormément d'insecticides, le lindane, le créosote d'être. Donc c'est le petite éponge imbibée que vous avez dans le coin de cette boîte, qui est exposée dans un musée dans la Creuse actuellement. Ça, c'est certainement une éponge pleine d'insecticides, et créosote d'être a son odeur caractéristique, parce que c'était un produit très volatile, qui était couvrant, qui couvrait l'odeur des spécimens à l'intérieur. C'est dans une boîte hermétique, et en plus, tous les précipités, enfin la plupart des précipités du créosote d'être, au fil du temps, peuvent être plus toxiques que le produit en lui-même. Donc c'est des choses auxquelles il appartient de se préserver également. Alors les herbiers, ça, je pense que Sarah a plus grande connaissance que moi là-dessus, mais le classique, c'est de préserver ces spécimens-là au mercure. De plus en plus, sur les collections récentes, il y a des principes de surgélation, de congélation et de préservation de l'environnement, de la réserve, plus que l'objet en lui-même. Chaque institution a son protocole. Alors, pour les collections toxiques, naturellement, vous avez la classique amiante. Alors, ça, c'est une vitrine du Muséum de Bruxelles. Alors, très bonne idée. Le spécimen est visible avec la transparence du verre. Le verre protège l'objet, et tout opérateur voulant ouvrir la vitrine pour prendre un objet, changer une ampoule, il pourra être protégé des fibres d'amiante qui peuvent apporter de nombreux cancers, de la plèvre, des ovaires, de toutes sortes différentes. Par contre, le spécimen qui est à gauche, même s'il est cristallisé, est plutôt stable. Il suffit qu'il y ait un stress, une abrasion, et là, les fibres seront dispersées. C'est des choses qu'on retrouve très souvent en collection, collection de géologie, donc toutes sortes, des sulfures, des pyrites, du plomb, qui dégagent des vapeurs pouvant être acides, pouvant être toxiques, pouvant se fixer sur votre peau, sur vos vêtements, qui peuvent contaminer énormément de surface. Le grand classique étant de vérifier les interrupteurs des institutions et les poignées de porte, des objets qu'on oublie souvent, qui sont très souvent contaminés. Alors, le grand classique, le panneau qui fait peur, la radioactivité. Je vais essayer de vous montrer une petite vidéo pour qu'on voit exactement à quoi ça ressemble. Hop. Donc là, vous avez une roche qui est avec un dispositif particulier. Je sais pas, est-ce que tout le monde la voit? On va partir du principe que oui. Parfait. Donc c'est une roche qui, avec un principe particulier, permet de voir tous les rayonnements qui s'en échappent. Alors l'avantage, c'est un petit gravier, ça fait quelques centimètres comme vous pouvez le voir pour cela et pour ce qui est visible. Néanmoins, vous voyez l'activité assez chaotique, mais constante également, du rayonnement qu'il peut y avoir. Hop. Il y a 3 grands risques dans les collections géologiques, surtout celles qui sont radioactives. Il y a le radon, c'est le dégagement gazeux des roches, ce qui fait que si vous avez une réserve de géologie très saturée en collection, avec peu de ventilation, même sans être radioactive, le radon et l'accumulation peut monter à un niveau dangereux et exposer beaucoup de personnes y travaillant. L'exposition, c'est le classique, c'est le coup de soleil, c'est le rayonnement qu'on connaît tous. Mais il y a un autre risque qui est souvent négligé, oublié, c'est la contamination. Alors, souvent, si vous en parlez avec des spécialistes, ils vous diront, c'est de la radioactivité naturelle, ce n'est pas si grave. Alors, en effet, le rayonnement, l'exposition peut est assez faible, contrairement à tout ce qui est enrichi. Néanmoins, la contamination, le fait de disperser de la poussière, et toutes les roches ont un empoussièrement naturel, cette poussière-là, elle devient dangereuse, peut pénétrer l'organisme, se fixer parfois sur des organes, se fixer sur des os, et autant le coup de soleil ou la radio que vous faites, c'est un temps très bref, autant si vous avez une contamination de votre organisme avec une poussière, vous allez avoir un rayonnement constant,
jusqu'à épuisement de la radioactivité de la roche. Et pour information, pour l'uranium, qui est assez courante, ça se compte en milliards d'années. Naturellement, on sera parti avant. Donc ça, vous avez à nouveau des vitrines du Muséum de Londres qui exposent de l'uranium. Donc à gauche, il y a un dispositif intéressant avec l'objet qui est contraint contenu dans un dispositif transparent, permet au public de le voir, tout en protégeant l'opérateur qui devra ouvrir la vitrine. Et bien sûr, je pense qu'il y a de nombreux capteurs autour qui permettent de s'assurer du rayonnement que peut avoir les spécimens. Donc, vous avez également les spécimens qui peuvent être venimeux ou vénéneux. À droite, vous avez des exemplaires pédagogiques de champignons. Alors, il peut y avoir des soucis de peinture au plomb sur ces spécimens-là, mais c'est surtout pour illustrer le monde des champignons. Mais par exemple, même les mygales, les poils urticants des mygales, qui a un dispositif de défense pour ces animaux de leur vivant, peuvent se détacher surtout à l'ouverture d'une boîte qui les contienne et disperser des poils urticants qui peuvent se fixer dans les yeux, sur la peau, et provoquer certains dérangements, voire infections. Alors, il y a des grands classiques également, donc des réserves plus ou moins entretenues. Là à gauche, vous avez des murs qui sont couverts de suie dû à la proximité d'une gare, à l'époque où il y avait des trains à vapeur, et toute cette contamination vient également de l'environnement de la réserve qui n'est pas des plus saines. Vous avez aussi la gravité. Le rhinocéros à droite, rien que la peau peut peser plusieurs dizaines de kilos. Toujours est important d'être bien équipé d'un point de vue logistique. Donc, des chaussures de sécurité, des gants, un nombre de personnes adaptées, des équipements de levage. Donc, voilà. Là, vous avez différents rappels de ce qu'on peut avoir. C'est très loin d'être exhaustif, mais il existe de nombreux produits, différentes manières de les conserver. Ça sert à rien de s'exposer inutilement et d'exposer les publics à ces pièces-là, que ce soit par des armoires chimiques, comme vous avez la deuxième photo en partant de la gauche, ou des cloisonnements, des encapsulages en verre, le verre étant un matériau très pérenne et transparent, parce que le verre va devenir un déchet amianté en cas de changement. Donc le but, c'est de le préserver au maximum. Également d'autres produits, donc avec à nouveau le formol, l'éthanol, le savon d'arsenic, c'est ce qui est appliqué au sein des taxidermies. Il existe aussi il a été trouvé certaines taxidermies où l'arsenic qui est posé à l'intérieur a migré à travers le cuir, s'est cristallisé et a déclenché des vapeurs d'arsenic. Pas uniquement l'intérieur de la taxidermie, mais son extérieur et donc le risque que ça peut se produire. Donc, maintenant que je vous ai bien fait peur, on va parler du comportement adapté. Bon, ça, c'est pour le plaisir de la provocation. Ce n'est pas parce que les responsables de collection ont l'habitude de travailler avec que forcément ils ont été formés. Souvent des gens érudits, mais un responsable de musée spécialisé Beaux-Arts qui a dans son sein des collections, je sais pas, par exemple militaires ou Naturalia, n'a pas forcément l'expérience ou les connaissances nécessaires. Pour autant, il travaille quotidiennement dedans et par cette habitude-là et cette méconnaissance-là, il peut aussi montrer, donner de fausses informations, une fausse sécurité. Donc toujours poser des questions, pas hésiter à voir ce qui a été mis en place pour voir si les taxidermies sont réellement toxiques ou non. Ce n'est pas parce que vous voyez des personnes qui sont là depuis 50 ans, qui ont l'air en forme, que toutes les personnes qui ont travaillé dans ces espaces-là sont encore parmi nous. C'est toujours prendre du recul sur les endroits où on peut. Donc, ça, c'est les équipements qui peuvent faire un peu peur. Ça, c'était ces deux chantiers de collection en fluide. C'est basiquement ce qu'il faut, à minima, selon moi, pour se protéger. Donc, des chaussures de sécurité, des vêtements de travail consacrés à ça, une blouse qu'on peut facilement retirer en cas de contamination,
des gants qui montent haut, un tablier de polyuréthane facilement lavable. Parce que si vous avez une combinaison Tyvek, ce qui est souvent préconisé, et que vous en avez sur vous, le temps de la retirer, ça peut traverser la combinaison et vous contaminer. C'est pour ça qu'il faut des vêtements faciles à nettoyer, faciles à retirer. Sauf qu'à l'époque, à gauche, je fais une erreur. Je porte un masque à cartouche. Il y a deux erreurs. Déjà, il est recommandé de pas de porter ces masques-là plus d'une heure en cas d'exposition de collection en fluide. Et en plus, vous avez peut-être remarqué que j'ai une barbe. Et une barbe empêche au masque d'être efficace à 100%. Il n'est pas 100% hermétique à l'extérieur et donc je peux me contaminer. L'avantage de cet espace-là, c'est que je travaillais sous un équipement de protection collective. EPI, c'est équipement de protection individuelle. Il est toujours important de privilégier le collectif à l'individuel. Et ça, c'est des coûts d'achat, d'entretien qui peuvent être assez lourds pour de nombreuses institutions, même si, d'un point de vue légal, c'est obligatoire et il appartient à l'employeur de fournir toutes les protections nécessaires. À droite, je porte un masque avec le moteur dans le dos, une cartouche de la taille d'une grosse brique, une cagoule, ce qui me protège le visage, qui rend la chose hermétique. Vous pouvez voir qu'elle est gonflée en surpression. Et là, je travaillais sur des poissons conservés en fuite dans des caisses. Et la photo a été prise de l'extérieur du hangar par les personnes qui m'accompagnaient, donc pas équipées, mais que j'ai fait sortir, et avec une grande ouverture d'hangar pour une bonne ventilation. Ce n'est pas parce que vous êtes protégé que les gens autour le sont forcément. Là, c'est l'équipement que vous devez avoir pour un chantier d'arsenic, pas d'arsenic, pardon, d'amiante, de niveau 2, un niveau qui est facilement atteignable quand vous avez de l'arsenic, de l'amiante, pardon, à l'air libre, avec des fibres qui peuvent s'échapper facilement. Tous les vieux tiroirs avec de la géologie, des échantillons identifiés ou non d'amiante. Il faut l'équipement de gauche, vous pouvez voir mon binôme et moi-même équipés avec un masque spécial, le moteur à la ceinture, une combinaison avec des normes spéciales, des bottes qui sont scotchées à la tenue, et également un équipement de protection collective que vous avez à droite avec 5 étapes différentes, avec des douches, avec des protocoles très stricts, un traitement des déchets produits également assez encadré. Donc, c'est des équipements qui coûtent cher, ça j'en ai bien conscience, avec des consommables qui coûtent cher, une formation coûteuse et des équipements de protection collective qui sont particulièrement lourds, soit budgétairement ou en termes de logistique. Le but là n'est pas de vous donner juste les solutions qu'il faut et de vous laisser vous débrouiller. Ça a un coût. Clairement, c'est des collections qui peuvent être laissées de côté pendant plusieurs décennies, voire plus d'un siècle. Néanmoins, les obligations légales et le principe de précaution des travailleurs ponctuels ou permanents, il est nécessaire de se protéger de ces manières-là. Donc, il est important d'avoir des pictos sur ces portes de réserve, de les respecter, de fournir ces équipements. Donc, souvent, les protections P3, avec la Covid, on a beaucoup entendu parler du FFP1, P2. Le P3 a une meilleure protection. Néanmoins, si vous revenez là-dessus, mettre le masque comme nous portons là, avec des lunettes ou avec de la barbe, ça peut être inefficace et très compliqué à porter, notamment pour les lunettes. Il faut également avoir la bonne physionomie de visage pour aller avec ceci. Ça implique que l'établissement, que le lieu ait les équipements de protection, ait les bons pictos. Des chaussures de sécurité, c'est bien d'en avoir, c'est bien qu'elles soient renouvelées aussi au bout d'un certain temps. Une blouse coton, c'est très bien. Autant il faut quand même la fermer, sinon c'est que de l'apparat et c'est pas très utile. Et il faut également prendre le temps de les nettoyer régulièrement. Hop. Voilà, donc c'était un peu rapide.
Voilà. Tout ce que vous devez garder en tête, c'est que il est possible de travailler avec ces collections-là. Il est possible de vérifier ce qu'il faut pour ce qu'il y a comme type de produit, de les identifier. Par exemple, pour le formol, savoir si votre collection en fluide sont en éthanol, en formol, en Kaiserling 3, en liqueur de Strasbourg. Il y a des dispositifs pour tester la présence de ces produits ou non. Il faut prendre ce temps-là. Alors, bien sûr, quand c'est des collections Musée de France, toujours passer par les sacro-saints conservateurs, restaurateurs. Ça, c'est la loi, en tout cas, pour la France. Mais pensez à bien être équipé, à voir ce qui existe, tester des produits, des équipements pour voir déjà s'ils vous vont et surtout s'ils sont vraiment adaptés à votre situation. Voilà. Je vous remercie. Et voilà. Cool, merci Hugo. Avec plaisir. J'enchaîne directement. Je ferai des remarques après si ça te va, mais il y en a d'autres qui ont des petites questions. J'ai par exemple Marion qui nous dit « Bonjour, j'ai une question pour l'utilisation des masques à cartouches, donc que tu présentais un petit peu plus tôt. Pourquoi ne pas les porter plus d'1 heure? Est-ce que c'est lié à la durée de vie des cartouches? Merci. » Bien sûr. Alors, c'est une recommandation de l'INRS. C'est une recommandation de l'INRS en France. Que les masques à cartouches ne doivent pas être portés plus d'1 heure pour avoir une utilisation optimale. On va faire simple. Un masque à cartouche, souvent, c'est un peu la cartouche, c'est un peu ce format-là. Lorsque je parlais d'équipement de protection collectif, une hotte aspirante, vous avez des dalles format A3. Vous pouvez en avoir 6 à 8. Elles sont adaptées pas pour des collections, mais pour des manipulations chimiques. Et quand elles sont spécialisées formol, par exemple, elles sont spécialisées pour 1 litre maximum sous hotte en action de formol. Donc, si vous conservez, vous laissez en attente des produits chimiques dans l'espace où il y en a, si vous vous en avez dans la Sorbonne ou à côté, de base, ça va filtrer en permanence. Et quand on avait fait le test, de changer les dalles, 6 à 8 dalles pour une Sorbonne comme ça, d'ouvrir un flacon en dessous, en un quart d'heure, toutes les cartouches étaient cramées. C'est des cartouches à 500 € pièce. C'est quelque chose d'assez coûteux. Donc, dès qu'on est sur les collections en fluide, il ne faut pas de Sorbonne à filtre, il faut une Sorbonne à extraction. Donc, vous pensez bien que avec des dispositifs comme ça assez lourds, qui sont cramés assez vite, votre cartouche qui fait ça, pour traverser une réserve rapidement qui est un peu ventilée, ça peut le faire. Pour travailler sérieusement plus de quelques minutes, ce n'est pas adapté. Cool, on avait fait le test quand j'étais au MNH, au Muséum de Paris, en faisant venir le fabricant de ces Sorbonnes. On les avait toutes testées, on l'avait vu en situation. Et clairement, c'est contre les recommandations de ces équipements d'avoir autant d'espace et enfin autant de produits dessous. C'est 1 litre maximum de formol. Si vous avez un flacon, un bidon qui dépasse les litres, ça va vite être inadapté. Du coup, moi j'ai une question. Ces collections-là, on les gère comment? Alors, c'est à travers la ventilation, puisque les hottes, elles ne sont pas efficaces. Est-ce que ça veut dire que si tu conserves dans un magasin toutes les collections, bon, là, on va dire en fluide, il faut quand même un moyen de pouvoir bosser dedans. Bien sûr. En étant équipé, ok, mais pas non plus suréquipé à chaque fois que tu rentres. Ou alors c'est non. Là, les équipements que j'avais, c'est parce que aussi j'avais des aquariums de 50 litres. J'avais une caisse qui faisait 120 sur 80 sur 20 cm de haut de fluide. Là, il y avait beaucoup de dégagement. Okay. Si vous avez des petits piluliers… Comment? Histoire qu'on ne fasse pas trop peur à tout le monde en disant qu'il faut… Non. Mais souvent, c'est des effets qui sont méconnus, des odeurs qu'on reconnaît. Enfin, le formol, la caractéristique, c'est quand on rentre dans la réserve et que ça gratte au fond de la gorge, par exemple. Mais ça, c'est déjà les sensations qu'on reconnaît au nez et aux sensations. Beaucoup de musées n'étaient pas des bâtiments conçus pour des musées ou des labos à la base. On les conserve là où il y a de la place, donc dans les caves et les greniers.
Donc, autant avoir une réserve bien ventilée et que la ventilation ne tombe pas sur un voisin riverain, c'est quand même mieux. Mais c'est des choses qu'on a déjà vues, hein. Et qui arrivent régulièrement. Et puis, c'est le fameux, on a toujours fait comme ça tient la route, on voit pas le problème. Ouais. Donc ça, c'est un peu l'ennemi numéro 1, on a toujours fait comme ça. Ah, la phrase préférée. Ouais. Ou pas. On pose une question également. Où est-ce qu'on peut acheter en général le matériel de protection, donc les masques, les chaussures de sécurité, les blouses? Et elle te dit merci Hugo, c'était passionnant. Merci beaucoup. Alors, les blouses, c'est mieux d'aller sur du coton, lavable et plus classique. Les équipements de protection, des fois, vous avez même le simple Leroy Merlin, les magasins de bricolage, parce que les cartouches pour les solvants, par exemple, les masques à cartouches qu'il faut éviter de porter, sont utilisés dans le cadre de certains solvants de peinture. Ou également, quand je parlais des herbiers, des taxidermies, tout ce qu'en fait, les développements de poussière, il faut un FFP3 poussé. Et ça, vous pouvez en retrouver avec des cartouches. Et sinon, vous avez des fournisseurs professionnels. Le masque que j'ai, c'est un kit avec un moteur, la cagoule, les cartouches. Le kit de base est coûteux. On est sur un kit à 1500 € hors taxe. Si vous rachetez des consommables comme la cagoule est vite à 80 €. Les cartouches pour la poussière sont à 80 €. Pour les solvants, c'est vite du 250. Alors, une cartouche comme ça, pour du travail régulier, ponctuel, elle vous fait l'année sans problème. Et ça m'est déjà arrivé de travailler avec mon binôme dans une réserve où on changeait 2 cuves de 1100 litres. On divisait en 2 cuves de 550 litres. On a détruit des cartouches neuves, donc les grosses briques, en une journée et demie de travail. Donc, en fait, aucun fournisseur va vous donner de limite de temps, à part la date de péremption avant ouverture, parce que tout dépend de beaucoup de facteurs, de comment vous la stockez. Si vous avez une masque à cartouche, vous le laissez à l'air libre dans votre réserve ou votre bureau, elle va continuer à filtrer naturellement, elle va s'empoussiérer. Donc, c'est pour ça que les cartouches se mettent dans ce plastique, et selon les saturations d'air que vous pouvez avoir, vous allez plus vite les saturer. Et du coup, toi, tu achètes ça plutôt en magasin de bricolage, mais tu as des sites, par exemple, Les basiques, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Sinon, vous avez tout ce qui est équipement professionnel. Vous avez Proliance, vous avez, pour la France, Abemous, qui est très bien. Vous avez également tout ce qui est fournisseur pour du chimique, qui fait des équipements également de protection, comme les tabliers. Ça, Grosseron en fait des très bien. Et, ça, il y a pas de souci, il y a plein de références différentes. Alors c'est je vois la question de Paul Duclos. Juste, vas-y. C'est Abemous, A-B-E-M-U-S. Le site est un peu rétro, mais bien fourni. .fr je crois. Mais vous tapez Abemous fourniture archéologique et vous avez un grand catalogue qui vous est proposé. Et je travaille souvent avec eux et ils fournissent ça très bien. Je le mets dans le chat pour ceux qui veulent. En plus, ils sont basés en France et la personne que vous avez au téléphone, c'est la personne qui fait votre palette. Donc, au moins, vous avez un bon suivi de vos livraisons. Cool. On a Théo qui nous pose une question aussi. Y a-t-il des normes concernant les conditionnements et le transport de ces collections, notamment pour ce qui est des matériaux de conditionnement et le niveau de qualité des caisses? Là, on passe plutôt au transport. Bien sûr. Alors, il y a des recommandations, des normes de transport. Il y en a, mais je les ai plus exactement en tête, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Le tout, c'est pour tout ce qui est produit fragile, les flûtes en verre pour les collections en fluide, il faut disperser les vibrations, donc des mousses. Il faut des bacs de rétention en cas de fuite. Donc, des fois, un bac Europe en plastique sert à contenir, bien sûr, il faut qu'il soit la capacité adaptée
par rapport à ce qu'il y a. Si vous mettez des fluides d'1 mètre dans un bac comme ça va déborder. Mais il existe différents produits et des choses des équipements de bon sens que vous pouvez avoir du point de vue de la régie des collections en encapsulant ces produits-là. Tout bête, les collections de géologie, beaucoup vont grincer des dents, mais mettre chacun en sachet individuel ou en conditionnement individuel, ça évite que ça se mélange, que se dispersent les spécimens entre eux avec leur documentation. Et si jamais ils dégagent un empoussièrement, ça reste à l'intérieur du conditionnement. Et donc, systématiser ces conditionnements-là lors de chantiers de collection, c'est ce qu'on applique sur la plupart de nôtres, ça limite ces risques-là. Pour l'amiante, par exemple, c'est mieux des conditionnements solides, pérennes. Le conditionnement va devenir un déchet amianté, donc en cas de changement, autant mettre un conditionnement en verre, par exemple. Mais le verre, ça casse. Est-ce qu'on pourrait envisager, par exemple, une boîte en plexi? Le plexi, en fait, devient poreux et a une moins bonne durée de vie que le verre. Le verre casse, mais comme toutes nos collections. Alors, si vous les conditionnez dans un écrin en cas de transport, bien conditionné, avec un régisseur ou un technicien de collection chevronné, ça se fait sans problème. Ok. Et également, le transport d'amiante doit se faire par un transporteur agréé, ce qui est rarement le cas à l'occasion de déménagement de collections géologiques. Mais d'un point de vue légal, il faudrait un transporteur agréé amiante. Ok. Check. Je sais pas si on a d'autres qui ont des petites questions concernant le live. Ah, j'ai Paul. Paul qui demande, le passage des solutions formaldéhyde à l'alcool représente-t-il une véritable avancée sanitaire pour les chargés des collections? Est-il possible pour tout, risque de destruction des collections, entre parenthèses, et le coût est-il important? Alors, souvent sur les collections en fluide, le coût du produit, quand je propose des prestations dans ce milieu-là, prend un tiers, voire la moitié de la note. Ça peut être très coûteux. Le passage à l'éthanol, d'un point de vue strictement personnel, j'y suis pas très favorable parce que autant on retire le risque CMR, encore que le spécimen lui-même a été fixé avec une solution plus forte en formol, mais le risque inflammable est très présent. Je sais que le Muséum de Paris le recommande beaucoup, mais contrairement à tous les autres musées que celui de Paris, souvent, quand on quitte le musée, il faut prendre sa voiture. Et quand vous passez quelques heures à travailler au-dessus de l'éthanol, sans protection, avec les mauvaises protections, là, vous n'êtes pas apte à prendre le volant, en fait. Et le risque incendie, il est puissant. Il suffit qu'on a tous vu des réserves plus ou moins aux normes électriquement. Il suffit d'une atmosphère bien saturée en produits chimiques et 2-3 étincelles ou autres, ça peut faire des dégâts. À ma connaissance, c'est pas arrivé, mais le risque est présent. Donc, il y a d'autres solutions plus stables, un peu plus coûteuses, mais qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps, avec moins d'entretien. Moi, je travaille avec du Kaiserling 3, qui est un mélange de glycérol, thymol et acétate de potassium, entre autres. Il y a plusieurs recettes, parce qu'il n'est pas vendu assemblé. Et ça, c'est un produit qui est plus lourd, plus dense, mais on retire le risque inflammable et on retire le risque CMR, cancérigène. Il y avait d'autres questions, si je me souviens bien, je vois. Yes. Il y a Marion qui te demande, as-tu déjà eu des cas où tu devais gérer de l'acide picrique sec? Bien sûr. Oui. Alors, l'acide picrique, c'est un produit qu'on retrouve régulièrement dans les collections de produits chimiques, souvent utilisé dans de nombreuses manipulations, qui est très instable. Quand je vous parlais d'explosifs que j'ai retiré d'une vitrine tout à l'heure, c'était de l'acide picrique, et surtout de l'acide picrique déshydraté. L'acide picrique déshydraté a les mêmes propriétés que la nitroglycérine. C'est instable et très sensible au choc et au frottement, et là peut déclencher des explosions.
Et surtout, il est rarement tout seul, donc il est accompagné d'autres produits chimiques dans ces collections-là qui peuvent eux-mêmes faire un suraccident à risque. À Paris, si je me souviens bien, il y a obligation de faire venir les démineurs de la ville pour évacuer le flacon. Alors, les démineurs ne sont pas restaurateurs, donc c'est destruction pure et simple de l'ensemble pour éviter ces risques-là. En région, souvent, c'est des boîtes externes, privées qui gèrent ça. Et ça, c'est vraiment des produits à risque. J'en ai déjà eu plusieurs fois dans les mains. Dans ce cas-là, il faut faire preuve vraiment de sang-froid, l'isoler et le faire évacuer. L'acide picrique, c'est un explosif, en fait. Donc, l'avoir en collection, faut vraiment, faut être démineur, en fait. Sinon, c'est compliqué. Ok, très rassurant alors. Mais pour le coup, si vous voulez un jour balayer le risque de votre collection de produits chimiques, cherchez l'acide picrique s'il est en place, c'est que le risque n'a jamais été traité. Et également, profitez-en pour séparer les acides des basiques, chose qui est souvent oubliée, mais qui est un classique pourtant de la chimie. Si vous mélangez acide et basique, ça fait un explosif. Ok, conseil très très pratique. En simplifiant, encore une fois, s'il y a des chimistes parmi nous, ils auront d'autres éléments à ajouter, j'imagine. Ouais. Le but étant quand même d'être assez général. Mais Voilà. s'il y a d'autres questions, on peut continuer. Il ne faut pas hésiter à les mettre dans le chat. Il y a Avec plaisir. Pauline qui te demande comment ça se passe Mhm. pour la gestion des déchets. Parce que c'est vrai que tu as parlé du fait que les caisses, par exemple, en verre, deviennent des déchets amiantés lorsqu'elles Oui. contiennent de l'amiante. On parlait aussi des cartouches, des masques ou des bottes aspirantes. Comment est-ce que ça se passe après je pense qu'on va rester sur la France pour le moment, étant donné Bien que sûr. c'est tout. Alors, il y a plein de règles et plein d'habitudes. Le grand classique qu'on trouve dans beaucoup de labos, même dans les labos de nos charmants conservateurs restaurateurs, de mettre les produits chimiques dans les eaux usées, même si c'est illégal, comme il est illégal de jeter des piles dans les poubelles collectives. Il appartient à chacun d'être responsable des produits qu'il crée. Les traitements de ces déchets-là, déjà, il appartient de le mettre dans des conditionnements adaptés, hermétiques. Donc, c'est des seaux blancs hermétiques qui se ferment où on sépare les différents produits. Déchets amiantés. D'un point de vue très basique, il y a beaucoup de déchetteries qui les acceptent sur rendez-vous. Il faut se renseigner en amont. Il y a des filières spécialisées qui retirent tous ces produits chimiques. Alors, si vous avez deux, trois éléments, par exemple, si c'est juste pour balancer quelques cartouches euh, de masques contaminés, là, vous pouvez peut-être voir avec une fac, des pompes funèbres, des vétérinaires, ils peuvent, eux, avoir des filières de traitement de produits, de déchets et vous associer avec eux pour en rajouter plutôt que de passer un nouveau contrat. Mais normalement, ça, il appartient à chaque institution d'avoir des chaînes de traitement, surtout à l'occasion d'opérations sur les collections. Si on déformole une collection, et si c'est possible, vous allez produire des litres et des litres de produits. J'ai en tête une opération que j'avais fait avec mon binôme sur 3 jours. On avait produit pour 1500 litres de fluide souillé à jeter. Plusieurs palettes de produits, donc ça implique d'avoir la place, d'avoir les bidons, d'avoir les équipements de protection pour soi et pour l'entourage adapté. Mais là, le prestataire de mon client qui s'occupe des produits chimiques est venu chercher plusieurs palettes de bidons souillés. Ça, il y a Triadis, et il y en a d'autres encore qui existent pour la France. Et encore une fois, chaque pays a sa propre réglementation dans le traitement des déchets. Ouais, ça c'est assez. Enfin, disons, ouais, ça dépend vraiment des législations qui sont en vigueur. La France, la Belgique ou la Suisse, ce sera potentiellement assez différent. C'est ça, il y a un vrai enjeu sur le traitement des déchets. C'est une question qui est vraiment primordiale avant d'attaquer toute opération. Si vous vous retrouvez avec plusieurs sacs d'amiante, mais que vous ne savez pas comment le conditionner, dans quel type de sac, comment les stocker avant évacuation,
vous risquez juste de surcontaminer les autres espaces. Les déchets amiantes, par exemple, c'est un double sac, chacun avec une fermeture en colle de cygne. C'est des sacs à 200 microns d'épaisseur, bien sérigraphiés amiante dessus, et c'est pour tous les déchets produits. Donc vos EPI, les matériaux d'emballage, ça peut aller assez vite. Oui, il t'en faut un sacré paquet, quoi. Mais en fait, une opération de traitement de collection comme ça s'anticipe de A à Z, que ce soit quand on attaque les spécimens jusqu'à l'évacuation du chantier. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs documents qui sont obligatoires dans des opérations à risque, pour la France encore une fois. Vous avez les plans de prévention. C'est un document qui est, à mon sens, indispensable et d'un point de vue de la loi, obligatoire. Que ça soit pour du prestataire, un stagiaire, un contractuel, vos collègues, vous faites une opération à risque qui n'est pas prévue dans une fiche de poste, vous devez anticiper ça. Parce que comme ça, vous listez les risques et vous listez ce qui est mis en place. Et vous le faites valider par votre hiérarchie, votre service hygiène et sécurité si vous êtes salarié. Et là, c'est quelque chose qui est indispensable. À titre personnel, quand j'interviens en opération, sur tous mes devis, il y a une ligne qui offre 2 heures de temps pour préparer le plan de prévention avec le client. 9 fois sur 10, le client ne fait pas de plan de prévention, voire ignore ce qu'est ce document, alors que ça le protège plus lui que moi. Ouais, il y a encore un peu de boulot à faire au niveau de la communication, en fait, hein, je pense. C'est ça, ça se prévoit dans l'ensemble et ça s'anticipe. Ouais. On a encore Marion Guillot qui intervient. J'aimerais apporter une petite remarque. Dans les institutions anciennes à dominante scientifique, on se trouve assez souvent à passer pour des petites natures ou des illuminés auprès de nos collègues plus anciens lorsqu'on veut se protéger ou soulever des problèmes sanitaires. C'est assez compliqué, je trouve, de s'imposer et de démontrer que l'institution ou même chacun de nous avons des devoirs par rapport à la protection sanitaire. C'est grave. Oui, au coup, je rejoins. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Merci. Je rejoins complètement Marion. La plupart des clients pour qui j'opère, ce sont des facs, des musées, des muséums, qui sont des vieilles demeures avec des vieilles habitudes. Je viens moi-même de là à l'époque où j'étais salarié. Maintenant, ça va faire 10 ans que je bosse dans les collections d'histoire naturelle. Le fameux « on a toujours fait comme ça », c'est « il n'y a pas d'argent, je vais me débrouiller tout seul pour porter une ammonite de 80 kilos », c'est classique. Alors que, comme dit Marion, c'est extrêmement dommageable, voire dangereux, et en plus, on monte des mauvaises habitudes. Passer pour des petites natures, ça c'est un grand classique. C'est des personnes qui ont passé toute leur carrière, des fois au sein de l'institution, 50, 60 ans, sont là, 50 ans, toujours vivants, c'est pas un peu de formol qui va me faire du mal. Oui, sauf que moi, j'ai des collègues qui sont morts et qui sont gravement malades, qui ont développé des cancers, plusieurs cancers, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas comment se protéger, parce que, alors, je dis des responsables de collection au sens large, mais même des personnes qui ont l'habitude de travailler avec, la vitrine de produits chimiques que je vous ai montré tout à l'heure, avec mon collègue, quand on y travaillait, on était les seuls équipés au sein du couloir de la fac. Une secrétaire administrative passait devant nous trouvait assez drôle. Tous les jours de sa carrière, elle est passée entre 2 vitrines pour rentrer dans son bureau, sans protection, et tous les profs autour lui ont jamais dit de comment se protéger. Parce que il y a toujours ces choses-là, et puis dès que vous demandez un masque, dès que vous demandez une protection, ça prend du temps, ça prend de la place de stockage, tout simplement parce que tout ça n'a pas été anticipé avant. Si les gens n'ont pas d'EPI dans les institutions, c'est parce que déjà budgétairement, il n'y a pas de ligne pour les EPI. Il n'y a pas une direction qui dit maintenant, s'il y a des pictos sur la salle, vous rentrez avec une blouse, ben on fournit des blouses. On fournit des blouses à votre taille. Vous fournissez un lave-linge pour les rincer, un étendoir pour les faire sécher. Et de la place. Et au sein de beaucoup de musées, la place manque beaucoup. Et on dit, tiens, c'est ça. Ce matin, j'ai installé un chantier. On s'est dit, on est là pour quelques jours.
on aurait pu attaquer tout de suite et faire plus de chiffres, plus de spécimens. Bah non, on a pris faire le plan de prévention, on a pris le temps de s'équiper. Nouvelle collaboratrice vient de nous rejoindre, on l'a formée au port des EPI, on lui a montré, on a cherché ce qui était le mieux pour elle en termes de protection et d'ergonomie, il faut pas l'oublier aussi. Et également, c'est des institutions qui sont un peu médiévales dans beaucoup de comportements. Et si en plus vous avez le malheur d'être une femme, la misogynie arrive assez vite. On n'ose pas forcément demander les protections, prendre le temps de se protéger et tout ça. Et les remarques peuvent fuser très vite. Alors après, même si on est tous passionnés par notre travail, je pense, au sein des collections, le travail n'est pas notre vie. Et pouvoir se protéger notre entourage, il est très important de pouvoir bien se protéger. C'est votre santé avant votre travail, normalement. Bah ouais. Moi, j'ai juste une remarque sur le fait que, c'est un peu notre responsabilité à chacun. En tout cas, moi, je considère que c'est notre responsabilité à chacun de faire attention à notre santé. Oui. Dans le sens où, si on a connaissance des risques, on doit s'en prémunir. Et là, dans beaucoup de cas, que ce soit en France ou en Suisse en tout cas, les institutions ont le devoir de vous soutenir au moins dans l'achat des EPI. Et j'ai envie de dire que passer pour un idiot parce qu'on porte un masque, moi j'aime autant ça plutôt que d'avoir un cancer ou autre chose. C'est une démarche qui est assez difficile et sur laquelle je te rejoins, Marion, parce que moi, quand j'ai fait mon mémoire de master, j'ai bossé pour le musée d'histoire naturelle de Fribourg en Suisse. Et il y a un taxidermiste qui est en maison et qui est en maison depuis très longtemps. Et quand il m'a vu arriver avec une combi, des gants, enfin bref, la totale, il m'a dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites, Sarah? Pourquoi faire ça ?» Et puis je lui ai dit « Mais en fait, c'est dangereux. Les produits que vous avez sont dangereux. Vous les manipulez tous les jours. C'est un peu le minimum qu'il faut porter. » Et encore une fois, j'étais pas vraiment formée sur la chose. Moi, j'avais regardé, parce que c'était mon sujet de mémoire, j'avais regardé ce qu'il me fallait. Mais je pense que voilà, si je connaissais Hugo à l'époque, il m'aurait dit encore de porter plus de pays ou des EPI différents, plus adaptés peut-être. Quoi qu'il en soit, on passe toujours un peu pour des idiots, mais c'est pas très grave. Et puis c'est toujours cette position inconfortable où on apporte le changement. Et c'est pas parce qu'on fait comme ça depuis 60 ans que ces personnes-là ont raison. Et puis souvent, comme disait Hugo tout à l'heure, c'est souvent des hommes qui sont là depuis un certain moment. Ça peut toujours être un peu impressionnant quand on a 25, 30, même 40 ans, de s'imposer et de dire, en fait, non, moi, je veux et j'exige des EPI pour travailler dans ce type de collection. Sinon, je n'y vais pas. C'est votre droit et c'est même votre devoir. Enfin, je veux dire, comme disait Hugo, on est tous passionnés, mais ça vaut pas le coup de faire ça au péril de notre santé. C'est pas après, à 50 ou 60 ans, qu'on va se dire, ah mince, je connaissais les risques, j'aurais dû faire autrement. C'est un peu comme un fumeur qui va se dire à 60 ans, je regrette d'avoir fumé. Bon, certes, mais tu connaissais les risques quand même. Dans une certaine mesure, c'est transposable. Il y a une autre et dernière chose que je veux souligner, c'est que nous, en portant et en prenant la responsabilité de porter les EPI et de montrer qu'on le fait, de se mettre comme ça, de mettre un pied dans la porte et de se mettre en porte-à-faux volontairement, on montre aussi qu'il faut le faire. Et c'est-à-dire que le jour où il y a un stagiaire, un nouveau collaborateur, peu importe, quelqu'un de nouveau dans l'institution, il va dire « Ah, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il n'y a personne d'autre qui le fait. » Et là, ça nous donne en fait la possibilité d'expliquer et de dire, voilà, tu es exposé à ce type de collection, on te l'a expliqué ou pas, tu as connaissance des risques. Moi, maintenant, je te dis, si tu veux en savoir plus, je t'apprends plus. Si tu veux en savoir plus, il y a aussi X, Y et Z sites internet sur lesquels tu peux aller voir, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas l'information et son accès qui sont problématiques, c'est plus la mise en œuvre, la mise en place et le fait que le milieu de la culture devient quand même un peu plus féminin et qu'on a peut-être un petit peu moins de facilité à s'imposer, entre guillemets, sur ces choses-là. Donc, que ce soit Candide ou Marion, pour moi, c'est essentiel en fait qu'on ouvre nos bouches et puis qu'on dise quelque chose, qu'on se mette dans une posture aussi d'expertise et qui soit réaliste, quoi. Je reviens
dernière Vas-y. chose, Hugo, je te coupe. Vas-y. Mais tout à l'heure, tu parlais aussi du fait que on n'était pas forcément apte à prendre le volant, par exemple, après avoir transvasé dans d'autres, dans des liquides à base d'éthanol. Moi, je vais revenir sur une dernière chose. Après, c'est fini pour la partie féministe, promis. Mais on Ouais, est bah, des femmes, on porte des enfants potentiellement, hein, que ce soit avant la grossesse, après la grossesse, pendant la grossesse, on garde toutes ces impuretés dans nos corps, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on touche, ça reste. Donc, c'est-à-dire qu'après, vous allez le transmettre à votre fœtus, qui va potentiellement être un enfant malade. Donc, bien se rappeler qu'on a un peu cette, entre guillemets, responsabilité supplémentaire pour le bien-être d'un futur enfant, si on en veut. Il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, bien évidemment, je dis ça juste pour celles qui en souhaitent. C'est des métiers qui peuvent être à risque pour la femme enceinte ou qui veut être enceinte dans le futur. Il faut y faire attention. Et ça, bah, comme c'est un monde plutôt masculin, on ne le dit pas vraiment. Moi, j'ai eu la chance qu'on me le dise et c'est pour ça que je tiens à le dire aujourd'hui, il faut y faire attention. Je te laisse la parole, Hugo. Ah, et pour le coup, je te rejoins et c'est quelque chose que j'allais citer. Dans le cadre de, par exemple, de travailleurs exposés, c'est un équipement, enfin, c'est un statut dans les, par exemple, les travailleurs des centrales nucléaires. Toute femme étant enceinte ou allaitante doit être retirée de son poste, alors conservée au sein de l'entreprise, mais ne doit plus être exposée à la radioactivité. C'est une obligation légale. Comme en France, l'obligation légale de l'employeur de vous fournir 100% des équipements de protection pour pouvoir faire le travail que vous faites. Et encore une fois, normalement, on fait les équipements de protection collectifs avant les équipements de protection individuelle. Mais c'est une obligation légale. Non seulement c'est un devoir, et tu as raison, mais c'est une obligation légale. Vous êtes en situation à risque, vous faites un droit de retrait. Alors c'est très, comme je dis, c'est très délicat. Alors si en plus il y a des misogynies assez courantes qui s'ajoutent, ça n'aide pas. Mais si vous êtes en début de carrière, vous êtes en stage, vous êtes en contrat d'un mois ou deux, c'est très dur à faire. C'est très dur à expliquer, c'est très dur à assumer. On pense à sa carrière. C'est un milieu où il est difficile d'avoir un emploi, difficile d'avoir un salaire décent. Tout ça, j'en ai bien conscience et je suis passé par là et j'ai pas toujours eu les bonnes habitudes, les bonnes pratiques. Mais j'ai pu être entouré de très bons collègues dans plusieurs muséums, notamment celui de Paris, où j'ai été sensibilisé à ces collections-là parce que des personnes étaient formées, parce qu'il y avait des assistants de prévention. Et c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il faut bien entretenir le matériel, faire attention à tout cela et être convenablement équipé, parce que les équipements de protection, c'est la moitié du travail. Si vous avez un masque comme j'ai avec le moteur dans le dos, c'est bien. Si vous faites tomber, le moteur casse, si vous le laissez dans un coin qui récupère toute la poussière, vous le nettoyez pas, vous allez vous contaminer. Normalement, il faut repenser la totalité des protocoles de travail et d'exposition. Quand on anticipe une opération, un travail sur des collections, même en tant que contractuel, les personnes qui font le mardi la journée d'inventaire, bah, ça implique en amont d'avoir les équipements, donc d'avoir le placard qui va avec, de bien l'entretenir, qu'il soit pas percé, le tuyau par exemple, et de penser jusqu'aux déchets, comme disait très justement Pauline, c'est un vrai enjeu, et ça s'appelle anticiper les choses. Alors, oui, sur une journée de 7 heures, peut-être que vous allez bosser que 5 heures, parce qu'il y a l'équipement, des équipements pour la pause déjeuner. On va éviter d'aller fumer ou prendre son café avec ses gants contaminés. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des cheveux, peut-être, bah oui, il faut porter une charlotte. Ou se laver les cheveux quotidiennement avant de les mettre sur l'appui-tête de la voiture. Et on va plus loin que ça. Quand vous travaillez sur des collections à risque, radioactives, avec des insecticides, des herbiers, et que vous prenez les transports en commun avec vos vêtements de tous les jours, avec vos chaussures de tous les jours, si vous utilisez la voiture familiale, si vous vous posez dans le canapé après votre journée de travail, ou même dans votre bureau ou la salle de pause de l'établissement, vous multipliez ces risques-là.
quand je parlais tout à l'heure des poignées de porte et des interrupteurs, c'est des nids à saloperie, à contamination. Et quand je cherche des points de toxicité dans des collections où j'arrive, c'est toujours la première chose que je teste. Et c'est souvent ce qui sort positif. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention, en effet. Juste, tu testes comment pour donner... Alors, ça dépend ce que je recherche. Ah, okay. Si je cherche la contamination en formol, bon, déjà, il y a un aspect qui peut être poisseux ou odorant, mais il y a des réactifs. Le réactif de Schiff, qui lui-même est un peu toxique, mais que si on fait un prélèvement, on l'immerge dedans, il va se colorer en rose au bout d'un certain temps, plusieurs minutes. Et là, on va pouvoir voir si c'est contaminé au formol. Après, juste, en fait, plutôt que de chercher la contamination, juste nettoyer. Ouais. Et la lingette, vous la mettez pas dans la poubelle collective. Si vous cherchez de la radioactivité, votre compteur, avec un contaminamètre, et normalement, quand vous cherchez la radioactivité, il faut être habilité et avoir les équipements à jour, vérifiés aux normes. Et là, vous pouvez passer à la détection, voir si ça sonne, si ça atteint certains paliers. Ça, vous pouvez le faire par des professionnels. Je suis moi-même habilité. C'est des choses que je fais pour certains clients. Et puis juste entretenir les réserves. Une question qui est toujours très intéressante à poser, c'est qui fait le ménage dans les réserves? Est-ce que c'est l'entreprise extérieure qui, après avoir fait tous vos bureaux, votre rôle d'accueil, fait un coup dans la réserve? Est-ce que la personne a vraiment les protections pour traverser une réserve avec des fluides ou de l'uranium? Ou alors, c'est vous qui passez un coup de balai pour disperser toute la poussière, est-ce que c'est vraiment pertinent? Donc, pas hésiter à poser des questions juste sur l'entretien des espaces et avoir un sérieux. Sur les chaînes de travail que j'ai régulièrement, la personne à l'ordinateur a l'interdiction formelle de toucher le moindre des spécimens, parce qu'il n'a pas de gants. On va éviter de contaminer le PC. Tout comme la personne qui manipule les objets a l'interdiction formelle de toucher l'ordinateur. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais sur une journée de travail, une semaine de travail, on peut vite oublier. C'est des choses où il faut vraiment se surveiller du début à la fin, de la première à la dernière minute. Ouais, c'est pas évident non plus parce que des fois tu bosses tout seul. En mémoire, je bossais toute seule, je passais la lingette tous les soirs sur mon PC parce que j'étais obligée de taper dessus. Pareil pour le téléphone, tu le prends, ça c'est un truc c'est classique, mais au final, les réflexes qu'on a pris pendant Covid de faire gaffe aux poignées de porte, aux interrupteurs et puis au PC, au téléphone, enfin bref, tout ça, c'est quand même des choses qui peuvent servir assez. Alors, quand tu bosses tout seul sur ces collections-là, tu peux avoir le système. Alors, mais pour le coup, à risque, il faut faire attention. C'est un gant pour une main. Tu as la main qui manipule, la main qui est au PC. Et il faut pas se tromper. C'est du bricolage. Hein, mais, et puis, normalement, quand tu travailles sur des collections à risque, tu ne dois pas être travailleur isolé. Tu ne dois pas être seul. Moi, je sais que ça ne marche pas du tout, c'est pour ça que je rigole. Hein. Ah non, mais je comprends. On n'a pas tous cette concentration-là ou ces capacités-là. Et sans critique aucune. Hein, mais je t'en prie, c'est toujours avec plaisir. Mais non, il faut. Mais là, encore une fois, ce qu'on décrit là, c'est le travailleur qui s'adapte au travail. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, tu as quelqu'un avec toi pour manipuler. Et ça implique d'avoir du personnel disponible en quantité suffisante, formé, volontaire, pas toujours le cas aussi. C'est pas toujours évident. Mais par exemple, toutes ces opérations-là, j'interviens jamais seul. C'est pour ça que je travaille avec une quinzaine de collaborateurs. Outre le fait que c'est toujours plus sympa, il y a le fait qu'on se surveille les uns les autres. On fait attention aux uns et aux autres et on fait en sorte que personne ne travaille de manière isolée, surtout dans des collections comme ça. Ouais. Ok. Je sais pas si quelqu'un a encore des questions, parce que je pense qu'on va pas tarder, étant donné qu'on a passé l'heure qui était dite. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à remettre un petit mot dans le chat. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Je te remercie, Hugo, pour la présentation. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui ont dit que c'était très clair et que ça leur a plu. Donc, je peux t'applaudir, même si tu as aussi accès au chat. Et c'est vrai que ça a été très clair, c'est bien passé par voilà, qu'est-ce que c'est une collection toxique, qu'est-ce que c'est les EPI qui sont possibles et à disposition, du plus simple au plus complexe, et aussi à quoi faire attention. Le mot un petit peu moi, que je voudrais dire pour terminer cet échange, c'est qu'il y a
il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions. Et il y a accès à beaucoup de documentation qui est en ligne. Il y a accès à beaucoup de personnes comme Hugo qui peuvent aussi, à qui vous pouvez aussi poser des questions. C'est pour ça, en fait, qu'il faut qu'on travaille ensemble et puis plutôt en réseau qu'isolément, parce que sinon, ça fonctionne pas du tout. On est chacun dans notre coin à faire notre tambouille et puis au final, on se rend compte 10 ans après que peut-être qu'on aurait dû poser plus de questions. Pour ceux que ça intéresse de travailler un peu plus en réseau, je vous invite à m'écrire sur LinkedIn et puis je vous présenterai un peu plus la communauté de conservateurs-restaurateurs qui n'est pas exclusivement réservée à cette élite du métier, je dirais. Non, je plaisante. La fameuse. Beaucoup, ouais. Non, beaucoup d'humour là-dedans. Mais c'est vraiment fait pour qu'on puisse tous en fait partager nos connaissances. Moi, j'ai pas les connaissances d'un régisseur, j'ai pas les connaissances d'un transporteur. Par contre, j'ai des connaissances de conservatrice, restauratrice, mais que dans le papier. L'idée, c'est quand même vraiment d'échanger et d'améliorer nos pratiques et que ce soit un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. Donc voilà, toujours avec beaucoup de bienveillance, de pouvoir échanger, partager et faire évoluer tout simplement le milieu de la culture vers quelque chose d'un peu plus ouvert et puis moins effrayant, parce que quand on arrive dedans, je pense qu'on est toujours un peu impressionné par tout le monde qui sait tout. Et on a l'impression de rien savoir, alors qu'au final, 5 ans après, moi, je me rends compte que j'en sais pas beaucoup plus, mais que j'en sais toujours plus que beaucoup. C'est très, ça rend très humble comme métier de travailler dans la culture. Il n'y a pas de souci à apprendre et à se renseigner. Moi, j'en apprends pas tous les jours, mais presque sur les bonnes pratiques, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il y a des gens qui, comme tu dis, qui sont spécialisés, pas restaurateur papier ou d'herbier. Du coup, créer ce réseau comme tu le fais est très très pratique. Également, si vous avez des questions, des inquiétudes, vous n'avez pas osé l'écrire dans le chat, j'ai un site internet, hbconservation.com. Je suis sur les réseaux, sur LinkedIn, comme vous avez pu le voir également. Tous les bienvenus à m'écrire si vous avez des soucis, des inquiétudes. Je vais pas vous sortir le devis tout de suite pour répondre aux questions, mais dans une certaine mesure, bien entendu, évitez de vous exposer inutilement et je serais ravi d'échanger avec vous sur les collections que vous gérez. Voilà, comme dit Sarah, et pas hésiter de faire ça avec bienveillance et bon sens. Et du coup, je te remercie beaucoup de ton accueil, d'avoir tout organisé de manière grandiose. C'est toujours avec un plaisir qu'on peut échanger avec toi. Écoute, merci à toi pour toute cette présentation et puis d'avoir pris le temps aussi de venir aujourd'hui, même en étant sur un chantier actuellement.